Et si le vrai pouvoir en Afrique ne s'exerçait ni dans les palais, ni sur les champs de bataille, mais au creux de vos portefeuilles? Imaginez. Et si l'arme la plus redoutable n'était ni un char, ni un discours, mais un simple billet de banque? Car l'Afrique n'est vulnérable que divisée, et tant que ses monnaies demeurent éparpillées, la dernière chaîne coloniale reste intacte. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient de bouleverser l'ordre établi. Ibrahim Traoré annonce la naissance de l'afro-monnaie, une monnaie non plus liée à Paris ou à Washington, mais adossée à l'or, au cobalt et au pétrole africain. Pour la première fois, un État coupe net tout lien monétaire avec l'Occident. Ce geste ne vise pas seulement à remplacer des billets, il inverse le rapport de force. Pourquoi ce moment est-il si explosif? Parce que la monnaie, plus que toute autre institution, reste le cœur de la domination sur le continent. Les anciennes colonies ont changé de drapeau, entonné de nouveaux hymnes, mais la dépendance monétaire a perduré, silencieuse et implacable. Tant que la gestion de la monnaie échappe aux Africains, l'indépendance n'est qu'un mirage. Les décisions économiques cruciales se prennent ailleurs, souvent contre les intérêts du continent. Fermer les yeux sur cette question, c'est accepter que la souveraineté reste un mot creux. C'est continuer de perdre ses richesses, son pouvoir de négociation, sa dignité. C'est rester exposé aux crises importées, sans véritable défense. L'afro-monnaie ne représente donc pas qu'un changement de devise. C'est un défi frontal à l'ordre mondial, une volonté d'en finir avec la soumission monétaire qui maintient l'Afrique dans la pauvreté et la dépendance. Mais pour comprendre la puissance et la menace de ce saut burkinabé, il faut plonger à la racine du problème. Comment la monnaie est-elle devenue l'instrument invisible d'une domination qui ne dit pas son nom? Pour répondre, il faut remonter à l'époque où la monnaie est devenue l'outil secret de la mainmise coloniale. Tout commence bien avant l'afro-monnaie, dans les coulisses de l'histoire économique africaine. Depuis plus d'un demi-siècle, le vrai centre de gravité de l'économie africaine se situe à Paris. Sous les couleurs nationales, les hymnes fiers et les discours d'indépendance, une chaîne invisible n'a jamais été brisée, le franc CFA. Ce n'est pas qu'une monnaie, c'est l'arme ultime du contrôle post-colonial imposé à 14 nations africaines. Né juste après la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA promettait stabilité et prospérité. En vérité, il a offert à la France une prise directe sur l'économie de ses anciennes colonies. Aujourd'hui encore, aucun billet, aucune pièce ne peut être créée sans la validation du Trésor français. Le piège va plus loin. Une part majeure des réserves de change de ces pays doit obligatoirement dormir à Paris. Les États africains se retrouvent dépendants de décisions prises à des milliers de kilomètres, sans droit de regard, ni accès libre à leurs propres fonds. Pour donner un exemple concret, prenons le cas du Sénégal. Si le gouvernement sénégalais souhaite financer un vaste programme d'infrastructures, il doit obtenir l'aval du Trésor français pour émettre de la monnaie. Cette autorisation n'est pas automatique. Cela signifie que les priorités nationales peuvent être bloquées ou retardées par des intérêts extérieurs. Imaginez les conséquences lors de la crise alimentaire de 2008, alors que des millions de familles sénégalaises étaient menacées par la hausse des prix. L'État n'a pas pu agir rapidement car il ne contrôlait pas ses propres finances. Les conséquences sont concrètes et dévastatrices. Dès qu'une crise mondiale éclate, ces pays ne peuvent ni ajuster leur politique monétaire, ni injecter des liquidités pour amortir le choc ou relancer leur économie. Leur marge de manœuvre est réduite à néant, écrasée par une structure façonnée pour servir le centre, jamais la périphérie. Un autre exemple frappant, lors de la pandémie de 2020, de nombreux pays utilisant le franc CFA n'ont pas pu adopter des politiques de relance ambitieuses, contrairement aux États-Unis ou à l'Union européenne qui ont imprimé des milliers de milliards de dollars ou d'euros pour soutenir leurs économies. Les pays africains, eux, étaient pieds et poings, liés, incapables de réagir à la hauteur de la crise. Pire, ce système inflige une double peine, une souveraineté de façade mais une soumission réelle. En public, les présidents parlent d'indépendance. En coulisses, leurs économies restent des prisonnières d'un mécanisme conçu pour neutraliser toute révolte. Tant que cette machine tourne, aucune réforme, aucun saut économique ne peut aboutir. Les pays africains restent ligotés, vulnérables aux marchés mondiaux et aux volontés étrangères, incapables de protéger leurs richesses ou d'investir dans leur avenir. Pour illustrer cette impasse, on peut revenir à la crise ivoirienne de 2010. Lorsque la Côte d'Ivoire a tenté de s'émanciper du système du franc CFA, elle a aussitôt été confrontée à une suspension de ses avoirs à la Banque de France, provoquant une crise de liquidité qui a paralysé l'économie du pays durant plusieurs mois. La leçon est tout claire, toute tentative de souveraineté monétaire est punie par une asphyxie financière immédiate. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies,
La donne change. Une rupture s'annonce. Une nouvelle monnaie s'apprête à bouleverser l'ordre établi. L'afro-monnaie. Portée par Ibrahim Traoré, elle promet de redéfinir la souveraineté économique africaine. Quand une monnaie devient un manifeste révolutionnaire, le monde entier retient son souffle. Ibrahim Traoré a lu la géopolitique comme Pelouse. La France s'efface, les vieilles alliances se délient et une vague de régimes militaires assoiffés de réformes bouscule l'ordre hérité de la colonisation. Dans cette faille historique, il tente ce que nul n'aurait risqué depuis des décennies, une rupture monétaire totale baptisée afro-monnaie. Mais l'afro-monnaie n'est pas une simple devise imprimée. Son socle, c'est l'or du continent, le cobalt que convoite la planète entière, le pétrole qui fait tourner les économies. Impossible à manipuler depuis Washington, Paris ou Londres, elle se veut incorruptible, imperméable aux spéculateurs d'Occident. Chaque billet, chaque pièce d'afro-monnaie porte une histoire. Au recto, point de président lointain ni de monument anonyme, ce sont des visages de révolutionnaires africains, choisis pour leur courage et leur sacrifice. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, la reine Nzinga, Nelson Mandela jeune. Regard droit, postures engagées, ici la résistance se vit, elle ne se commémore pas. Les inscriptions, elles aussi, affirment une souveraineté retrouvée. Langues africaines multiples, extraits de poèmes, discours et proverbes locaux. L'afro-monnaie refuse l'uniformité héritée du passé colonial. Il offre un miroir où chaque Africain peut se reconnaître, d'où qu'il vienne. Ce n'est pas qu'une monnaie. C'est une arme psychologique, un outil pour réécrire l'histoire, affirmer une identité, défier la domination invisible des anciens empires. Ce manifeste circule de main en main, martelant une conviction. La richesse et la dignité ne s'importent pas. Elles se reconquièrent. Pour éviter les pièges du passé, l'afro-monnaie s'appuie sur une infrastructure à la fois robuste et visionnaire. Blockchain décentralisée, hébergée dans des data centers africains alimentés par le soleil et l'eau. Les paiements échappent à SWIFT, hors d'atteinte des surveillances étrangères. Une route indépendante tracée à l'échelle du continent. La réserve d'afro-monnaie n'est pas figée sur une seule ressource. Elle agrège l'or, le cobalt, le pétrole et pourra intégrer d'autres richesses bon à venir. Ce modèle multiressources protège contre la volatilité et limite l'emprise d'intérêts extérieurs. L'adoption se fait par étapes, pays après pays, autour d'un premier bloc d'alliés décidés à partager risques et bénéfices. Pour rendre cela concret, prenons l'exemple de l'Union européenne. Lorsqu'ils ont lancé l'euro, les pays membres ont d'abord harmonisé leurs politiques économiques, puis mis en place un fonds commun de stabilité pour répondre aux crises. L'afro-monnaie s'inspire de cette logique, mais en l'adaptant à la réalité africaine. Diversification des garanties, audit public régulier et intégration progressive des nouvelles économies qui souhaitent rejoindre l'aventure. Mais le vrai défi, c'est la lutte contre les vulnérabilités internes, gouvernance collective, audit public, mécanismes anticorruption. L'afro-monnaie est pensée pour résister autant aux attaques extérieures qu'aux tentations internes. Le pari est colossal. Si l'afro-monnaie s'impose, l'Afrique pourra regagner pouvoir de négociation, richesse, dignité. Mais l'enjeu est immense. Sanctions économiques, cyberattaques, sabotage, tentatives de déstabilisation, tout sera tenté pour briser cette dynamique. Car ici, il ne s'agit pas seulement d'économie, mais d'une bataille pour la souveraineté psychologique et stratégique du continent africain. Pour bien comprendre ce qui se joue, un retour historique s'impose. Pensons à la Révolution américaine de 1776. L'une des premières décisions des colons révoltés fut de créer leur propre monnaie, le continental, marquant une rupture symbolique avec la livre britannique. Lorsque la Grèce moderne s'est libérée de la tutelle ottomane au XIXe siècle, elle a frappé sa propre monnaie, symbole de renaissance. L'histoire montre que la souveraineté monétaire précède toujours la souveraineté politique réelle. Mais très vite, la riposte s'organise. Les puissances dérangées préparent déjà leur contre-attaque dans l'ombre et à visage découvert. Et si l'Afrique, forte de sa propre monnaie, devenait la plus vaste zone économique du monde, imaginez un continent où plus de 40 monnaies ne sont plus des obstacles, mais de simples souvenirs. Aujourd'hui, à chaque frontière, chaque conversion coûte du temps, de l'argent et une part de souveraineté. Cette mosaïque monétaire freine la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse ZLECAf, et prive les Africains de la pleine puissance de leur marché. Prenons un exemple. Un commerçant béninois souhaitant acheter du café en Ouganda doit convertir le franc CFA en dollars, puis en shilling ougandais, payant à chaque étape des commissions, subissant des délais et exposant sa transaction aux fluctuations des grandes devises internationales.
Avec l'afro-monnaie, ces obstacles disparaissent. Une seule monnaie, une seule conversion, des échanges facilités et une croissance accélérée. L'afro-monnaie n'est pas une simple monnaie, c'est un basculement d'air. Indexée sur l'or, le cobalt et le pétrole du continent, elle abolit la dépendance aux banques étrangères et aux monnaies venues d'ailleurs. Fini les intermédiaires qui prélèvent leur dîme à chaque échange. Les coûts s'effondrent, la vitesse des transactions explose et la confiance renaît. Transférer de l'argent du Sénégal à l'Éthiopie, cela devient aussi rapide qu'un message, sans perte, sans tracasserie. Mais la monnaie n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Ce triptyque africain, monnaie commune, passeport continental, corridor de transport, ouvre la porte d'une Afrique enfin unifiée, mobile, connectée, puissante face au monde. Un passeport africain permettrait de voyager aussi aisément qu'en Europe. Les routes et trains transcontinentaux effacent les cicatrices des anciennes frontières. La monnaie unique, elle, soude les destins, donne à chacun le sentiment d'appartenir à une grande aventure collective. Pour visualiser ce potentiel, regardons l'exemple de l'Union européenne. Avant l'euro, franchir chaque frontière signifiait changer de devise, remplir des formulaires, subir des contrôles. Depuis 2002, les citoyens européens voyagent, travaillent et commercent sans friction. L'Afrique pourrait, grâce à l'afro-monnaie, vivre une transformation similaire, multipliant les échanges intra-africains, stimulant la créativité et la mobilité des jeunes générations. Ce bouleversement ne se limite pas à l'économie. Il touche à l'identité, à la politique, à la fierté. Le rêve d'une Afrique parlant d'une seule voix, négociant d'égal à égal avec la Chine, l'Inde ou les États-Unis, devient enfin possible. Un marché de 1,4 milliard d'habitants, plus vaste que l'Union européenne, capable de fixer ses propres conditions, de valoriser ses ressources, de choisir ses alliances. Mais cette vision dérange. À l'intérieur, certaines élites, forgées dans l'ancien système monétaire et proches des institutions occidentales, voient dans l'afro-monnaie une menace directe à leur pouvoir. À l'extérieur, les puissances dont qui profitaient de la fragmentation pour imposer leurs règles ne lâcheront rien sans lutte. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de la réaction des États-Unis face au projet de dédollarisation en Amérique latine. Dès que le Venezuela ou l'Argentine ont tenté de s'affranchir de la domination du dollar, ils ont subi des sanctions, des campagnes de déstabilisation, voire des blocus économiques. L'Afrique doit anticiper de telles ripostes, mais elle peut s'en prémunir par une solidarité renforcée et une préparation technologique adaptée. Accepter l'intégration, c'est choisir la puissance collective face à la vulnérabilité perpétuelle, mais c'est aussi s'exposer à des sabotages, des conflits, des pressions ouvertes ou dissimulées. La bataille pour l'afro-monnaie, c'est la bataille pour la survie d'un modèle africain enfin maître de son destin. Mais cette révolution, si prometteuse soit-elle, soulève déjà la colère des puissants. Qui osera briser le statu quo et à quel prix? L'arme la plus redoutable n'est pas la monnaie elle-même, mais la foi qu'on lui accorde. Voilà pourquoi l'afro-monnaie dérange autant. Il ne menace pas que des chiffres sur des comptes bancaires. Il bouleverse la perception même de la richesse et incite à croire qu'une Afrique souveraine n'est plus une utopie, mais une possibilité imminente. Face à cette révolution monétaire, les adversaires se multiplient et dévoilent leur véritable visage. La France, pilier historique du contrôle monétaire africain, voit son influence chanceler. Les institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, redoutent de perdre l'un de leurs leviers majeurs. Les multinationales craignent pour leurs profits et leur accès exclusif aux matières premières. Même au sein du continent, des élites africaines, liées par des décennies de compromission, préfèrent à la sécurité illusoire de la dépendance à l'aventure risquée de la liberté. Tous ont un intérêt vital à maintenir l'ordre établi, quitte à piétiner l'avenir de millions d'Africains. Mais ces forces ne se contentent pas d'observer, elles passent à l'offensive. Déstabilisation politique, campagne de désinformation savamment orchestrée, cyberattaques ciblées sur les infrastructures africaines. Chaque méthode vise à semer la peur, diviser et surtout briser la confiance populaire. Car une monnaie ne survit que tant que la foi collective reste intacte. Pour illustrer ce danger, prenons le cas du Nigeria qui, lorsqu'il a tenté d'innover avec la monnaie numérique Naira, a été la cible de fausses informations, de tentatives de piratage et de pressions diplomatiques. L'afro-monnaie doit donc apprendre de ses expériences pour renforcer sa résilience technologique et la mobilisation citoyenne. C'est là qu'intervient la stratégie de Traoré. Son plan refuse l'isolement. Pas question de laisser un pays affronter seul la tempête. Il mise sur des alliances régionales solides, une défense commune, des systèmes de paiement interconnectés pour forger un bloc résilient.
Il s'appuie sur la jeunesse, la diaspora et les mouvements citoyens, conscients que la véritable force viendra d'un élan populaire et non des institutions seules. Mais la clé du succès reste la croyance partagée. L'afro-monnaie ne deviendra invincible que si chaque Africain s'en empare comme d'un symbole de dignité retrouvée. Vigilance technologique contre les sabotages, vigilance citoyenne pour garantir transparence et gouvernance, solidarité transnationale afin que personne ne soit laissé en arrière, ce triptyque est vital. Dans la pratique, cela signifie organiser des campagnes d'éducation financière à grande échelle, former des experts en cybersécurité et créer des plateformes de dialogue où chaque citoyen peut suivre en temps réel la gestion de la monnaie. Les exemples de l'Estonie et de la Finlande, pionnières en démocratie numérique et en cybersécurité, peuvent inspirer l'Afrique à bâtir une gouvernance monétaire moderne et transparente. Le paradoxe est frappant. Plus les attaques s'intensifient, plus l'évidence de l'afro-monnaie s'impose. Chaque cyberattaque, chaque tentative d'humiliation, chaque sanction étrangère ne fait que renforcer la conviction que l'Afrique doit compter sur elle-même pour sa souveraineté. Le sort de l'indépendance africaine se joue dans cette bataille invisible mais décisive. Si l'afro-monnaie échoue, la servitude monétaire persistera, condamnant le continent à répéter les erreurs du passé. Mais si la victoire est au rendez-vous, ce sera le début d'un chapitre inédit, marqué par la prospérité et la dignité retrouvée. Alors la question n'est plus: l'afro-monnaie peut-il fonctionner? Mais sommes-nous prêts à le défendre, coûte que coûte? Mais derrière chaque bataille monétaire se cache une guerre de récits. Car pour changer le futur, il faut d'abord gagner la bataille de l'imaginaire. Celui qui contrôle l'argent dans vos poches tient entre ses mains les clés de votre futur. Cette réalité n'est pas un simple slogan, c'est le cœur brûlant de la question monétaire, en Afrique comme ailleurs. Tant que d'autres frappent de votre monnaie, c'est votre avenir qu'ils façonnent, décidant à votre place du prix de votre vie, de l'épargne de vos enfants, de la valeur de votre travail et du poids de vos rêves. L'afro-monnaie, portée par Ibrahim Traoré, n'est pas une pièce de plus dans un portefeuille déjà encombré. Il incarne une rupture, le refus collectif de subir l'ombre portée de puissances extérieures. C'est un appel à réinventer le lien entre argent et souveraineté, entre identité et prospérité réelle. Fermer les yeux, c'est abandonner la clé de son destin à ceux qui s'en nourrissent. Ouvrir le débat sur la souveraineté monétaire, c'est réclamer sa part d'histoire, affirmer que l'indépendance politique reste incomplète tant que la richesse circule sous une tutelle invisible. Le destin de l'afro-monnaie ne dépendra pas seulement de l'or, du cobalt ou du pétrole. Il se jouera sur le courage des Africains à croire en leur force, à défendre leurs propres règles, à résister à la facilité du statu quo ou à la peur d'être seuls. Car une monnaie ne vaut que la confiance de ceux qui la portent et le récit commun qu'elle fait naître. Ce nouveau chapitre reste vulnérable. Il affronte des pressions, des doutes, des menaces d'isolement ou de répression. Mais chaque fois que vous interrogez qui dessine vos billets, d'où vient la valeur, ce que l'argent dit de vous, vous faites déjà reculer la servitude. La vraie question n'est plus: l'afro-monnaie va-t-il vaincre? Mais sommes-nous prêts, ensemble, à défendre le droit d'écrire notre propre histoire? Renoncer, c'est laisser d'autres décider. S'engager, même à petite échelle, c'est changer la trajectoire d'un continent tout entier. Car la monnaie n'est jamais neutre, c'est un choix, un risque, une promesse. Et cette promesse africaine pourrait bien redéfinir la liberté et la dignité pour toutes les générations à venir. Pour conclure, retenons ceci. Chaque révolution monétaire débute d'abord par une révolution mentale et collective. L'afro-monnaie ne sera rien sans la volonté de chaque Africain de s'en emparer, de la défendre, d'en faire le moteur d'un avenir choisi. C'est dans le quotidien, payer son pain, investir dans un projet local, soutenir l'entrepreneur du quartier, que se joue la grandeur d'un peuple. Comme l'ont fait les Sud-Coréens en relevant leur économie après la guerre, ou les Singapouriens en bâtissant leur miracle, c'est la somme des petits gestes qui finit par briser les plus grandes chaînes. Alors, la page est blanche, le défi immense. Mais pour la première fois depuis des générations, l'Afrique tient peut-être entre ses mains la plume qui écrira sa propre histoire. Saurons-nous collectivement saisir cette chance? L'avenir, cette fois, ne viendra plus d'ailleurs. Il s'invente ici, maintenant, dans chaque choix, chaque billet, chaque rêve partagé.